Les extraordinaires, ce sont des femmes, des hommes, des inconnus anonymes que vous croisez tous les jours dans votre quotidien. Ils ne font pas la couverture des magazines et pourtant, parce qu'on peut tous faire bouger les lignes et changer les mentalités, ensemble pour construire un monde plus humaniste, bienveillant et inclusif, où chacun peut trouver sa place et donner du sens au collectif. Alors, bienvenue dans l'entreprise du 21e siècle. Je m'appelle Loubna Méliane, je suis leader égalité et pluralité chez OnePoint. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Marion Darrieutor, fondatrice et CEO du cabinet de conseil en influence et en gouvernance d'Iarkane. C'est parti. Parce qu'on juge une femme sur sa cuisine, c'est ça? Vous mériteriez vraiment d'être blanc. J'ai jamais pu saquer les gouines. Je suis bien d'accord avec la grosse. Bienvenue dans ce nouvel épisode où nous explorons le parcours de personnalités qui transforment le monde à leur manière. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous présenter Marion Darrieutor, chef d'entreprise et entrepreneuse. Femme entière, instinctive et profondément humaine, Marion a toujours cherché à s'émanciper des normes et des conventions imposées. Dès l'enfance, elle cultive un esprit libre et indépendant, revendiquant haut et fort « moi, je fais comme moi je veux ». Mais grandir avec cette soif d'émancipation n'est pas toujours simple. À l'adolescence, elle se sent en décalage, jamais vraiment à sa place, tiraillée entre son désir d'être elle-même et la tentation de se conformer. Pourtant, à 18 ans, elle ose prendre un virage décisif, celui de la communication. Un choix qui incarne déjà sa volonté d'explorer un univers souvent réservé aux hommes, celui du business, de l'argent et de l'influence. Inspirée par des figures audacieuses comme Bernard Tapie, Marion construit son indépendance avec détermination, payant elle-même ses études et façonnant son propre chemin. Elle fait ses premières armes et grimpe les échelons dans un grand groupe où elle découvre les rouages du conseil, de la communication et se familiarise avec son métier. Curieuse et ambitieuse, elle apprend vite, se forge une expertise et comprend les dynamiques du monde de l'entreprise. Mais quelque chose lui manque, cette envie profonde d'entreprendre qu'elle avait mise de côté. En 2008, portée par son propre instinct et son désir d'indépendance, elle prend une décision radicale, démissionner pour monter sa première boîte, Elan. Sans clients, sans argent, mais avec une conviction inébranlable, elle se lance dans l'inconnu. Et c'est un pari gagnant. Son projet visionnaire pour l'époque s'impose rapidement comme une réussite, tant sur le plan économique que stratégique. Elle se positionne sur un marché en pleine mutation au moment où les réseaux sociaux commencent à transformer la communication des entreprises. Avec une longueur d'avance, elle saisit l'opportunité et bâtit une entreprise qui marque son époque, prouvant une fois de plus que suivre son instinct peut être la clé du succès. Mais c'est au cœur de la crise du Covid-19 qu'elle prend son plus grand pari, repartir de zéro pour créer Iarkane, un cabinet de conseil en communication qui lui ressemble, fondé sur un leadership humain et authentique. Elle porte cette aventure entrepreneuriale avec une conviction. Les entreprises doivent désormais intégrer la société dans leurs priorités, jusque-là laissées en marge des préoccupations stratégiques des dirigeants. Aujourd'hui, Marion incarne une nouvelle manière d'entreprendre, où l'expertise se conjugue avec l'humain, où le doute devient un moteur, où l'alignement entre ses valeurs et ses actions est la clé de la réussite. À travers son parcours, elle nous prouve que la liberté véritable n'est pas la destination, mais un chemin, celui du courage d'être soi et d'oser, malgré les incertitudes. Bonjour Marion. Bonjour Loubna. Merci pour cette présentation. Alors, une femme très inspirante et c'est un grand plaisir de pouvoir te recevoir aujourd'hui. Propose qu'on démarre du début, oui, avec l'enfance. Moi, j'ai été très frappée par la phrase « Moi, je fais comme moi je veux ». Qu'est-ce qui, selon toi, a forgé cette volonté d'émancipation dès ta plus jeune enfance? Oui, c'est ma mère qui me disait toujours que je passais mon temps, quand j'avais 7 ans, à lui dire « moi, fais comme moi veux ». Et ce qui faisait que, par exemple, j'allais habiller en robe d'été l'hiver à l'école ou des choses comme ça. Bon, bref. Tu savais ce que tu voulais. Je savais ce que je voulais et surtout, je voulais jamais faire ce qu'il fallait bien faire. Et donc, je sais pas si c'est de l'émancipation, mais en tout cas, c'est un esprit rebelle, une très forte rébellion. Je sais pas du tout d'où elle vient parce que c'est vraiment un truc de petite fille qui ne m'a jamais quittée, que j'ai essayé d'enfouir parce que tu le disais très justement, j'ai cherché la conformité. Puis quand on est comme on est dès la plus petite enfance, c'est difficile de tout planquer, quoi.
Alors justement, à l'adolescence, ça se passe, c'est plus complexe. Tu ressens un fort décalage, t'es tiraillé entre ton besoin d'être toi-même et la pression sociale. Comment t'as réussi à transformer justement ce sentiment en une force plutôt qu'un frein? Oui, en fait, c'est assez marrant parce que j'ai beaucoup réfléchi à ça, mais c'est vrai quand t'es une petite fille ou un petit garçon, t'es assez pur. Oui. T'as pas encore les influences sociales, familiales, les influences de la cour de récré. Oui, tu te poses pas de questions Pas en fait. du tout. Et donc, en fait, c'est beau parce que t'es très pur et puis peu à peu, les influences arrivent. Et puis, quand t'es ado, t'as envie de rentrer dans la norme, d'être comme les autres. Donc, tu t'habilles comme les autres parce que tu regardes comment ils sont habillés dans la cour de récré. T'as les mêmes billes, les mêmes cordes à sauter ou je ne sais quoi. Et en fait, du coup, c'est cette idée que l'adolescence, c'est ce sentiment que j'ai coché des cases et en même temps, je me sentais jamais à ma place, tu l'as très justement dit. Donc, c'est ce sentiment d'être à côté, d'être décalé, d'être pas à ma place et ça crée quand même un désalignement parce qu'en fait, on force ce côté de je vais essayer d'être comme les autres, je vais essayer de me conformer et en même temps, on sent que on est un peu écartelé. Mais la pression sociale et l'envie d'être comme les autres, elle est tellement forte que tu l'oublies. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis conformée, je suis rentrée dans le rang et j'étais pas spécialement malheureuse. On peut pas dire ça. Oui, je suis assez mais d'accord. Quand on vieillit, quand on grandit, après, avec on a envie d'être un peu plus aligné. Alors justement, à 18 ans, tu fais un choix audacieux. Tu décides de suivre des études de communication. C'est quoi le déclic? Comment t'arrives justement à sortir de cette norme en disant mais je veux faire autre chose? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est vrai que moi j'ai grandi dans une famille incroyable, mais avec un papa magistrat, une maman prof d'économie, et du coup la communication, le business, l'argent, c'était pas forcément mon univers. Et puis je regardais à la télé pour ceux qui nous écoutent plus anciens, Culture Pub avec Christian Blachas, qui était formidable sur la pub et la com, et puis Ambition avec Bernard Tapie, où là j'avais l'impression d'un zébulon, d'un mec avec plein d'énergie. Et donc moi je me disais je veux être Culture Pub et Ambition, et donc ça donnait communication et entrepreneuriat. Et donc c'est comme ça que j'ai choisi la voie de la communication, ce qui n'était pas du tout un truc familial. On attendait plutôt de moi de faire Sciences Po ou un truc du genre, et j'ai décidé d'aller faire une école de commerce, puis le CELSA en communication après, et j'ai découvert tout ça. Donc voilà, mais je savais où je voulais aller, et c'est cet acte de rébellion finalement, c'est cette personnalité un peu rebelle qui me fait dire je vais pas aller à Sciences Po, je vais aller dans une école de commerce. Elle revient cet esprit libre en tout cas. On a beau essayer de l'étouffer, en fait, il y a toujours une petite voix qui fait que ça ressort. Et cette liberté a un coût puisque tu décides de payer toi-même tes études. Oui, parce que tout en travaillant, voilà, un double cursus. Exactement, cursus école de commerce et CELSA, cursus où j'étais hôtesse dans les salons automobiles ou autres pour payer mes études, mais ça donne le goût de l'effort. Ouais. C'est le début. C'est le sens de la valeur des choses. Ouais, exactement. tout à fait. Moi, j'ai pas été élevée dans un milieu où, on avait conscience de l'argent, et c'est le début de l'entrepreneuriat parce que en fait, tu te prends en main, tu te dis, je vais m'empowerer toute seule, et donc je remercie ma famille, mes parents d'avoir été élevés comme ça parce que finalement, ça donne une force motrice et une énergie vitale. Même si à l'époque il y avait pas de rôle modèle féminin, tu cites plutôt des non, hommes. Mes rôles modèles, c'est très juste. Mes rôles modèles étaient plutôt masculins. C'était des grandes figures de la communication et de l'entrepreneuriat. Mais ça t'a pas empêché de te projeter, tu vois, c'est marrant. Non, je pense que les femmes de notre génération n'avaient pas tellement de rôle modèle féminin. C'est vrai. En tout cas, pas dans le business. Il y avait peu de chefs d'entreprise iconiques, et donc on s'est construite avec ces images un peu masculines, mais qui ne n'empêchent pas. Je pense qu'on aura le temps d'en discuter plus longuement, de rester soi-même aussi. Exactement. Alors justement, donc tu fais tes études, ça se passe très bien, tu arrives à financer, à tout mener de front, et puis tu débutes ta carrière dans un grand groupe où tu apprends justement les codes du conseil et de la communication. Comment ça se passe pour toi cette première expérience? Tu t'épanouis? Oui, en fait, moi j'ai choisi le métier du conseil en communication dès le début. J'aime le conseil parce qu'en fait c'est une adrénaline, c'est un catalogue de sujets. C'est en plus moi mon métier c'est la communication corporate et la communication des dirigeants. Donc en fait on vit au rythme de l'actu, on vit au rythme des crises de mes clients. Oui, donc aucune journée ne se ressemble. Aucune journée ne se ressemble.
ce matin à 7h, j'attendais un article pour un client. On savait pas si ça allait être bien ou pas. Donc moi, mes journées, c'est un truc de folie et ça me nourrit un peu dans mon hyperactivité. Et donc la première expérience dans le conseil en communication, elle est extrêmement nourrissante parce que intellectuellement, j'apprends, je grandis, je m'inspire, je vois des modèles. Donc en fait, je découvre ce métier du conseil en communication et j'y vois, et ça a démarré ma passion. Des années plus tard, je fais toujours ce métier. J'ai jamais eu de doute et ça m'a toujours nourri. Ouais, sur ta trajectoire, c'est intéressant. Alors donc c'est plutôt une expérience qui se passe très bien, Totalement. qui est très enrichissante. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à un moment tu décides que non, ça te satisfait plus? Oui, en fait, j'ai le début de ma carrière, c'est de travailler dans des agences de conseil en communication. J'avais toujours voulu être entrepreneur puisque c'est ce que je disais avec Bernard Tapie, où je me disais moi je veux être comme lui. Sauf que je sais pas comment ça marche l'entrepreneuriat. Moi, j'avais pas le mode d'emploi puisque je ne venais pas de ce milieu-là. Mais au fond de moi, j'avais toujours ce truc de un jour je le ferai, un jour je le ferai, mais bon, voilà. Et puis à un moment donné, tu gagnes plus d'argent, ton salaire augmente, t'as une jolie voiture de fonction et du coup la notion de risque, t'as pas envie de prendre. Mais c'est pour ça que c'est intéressant. Exactement. Justement. Et donc en fait, d'où c'est venu? En fait, c'est devenu d'une urgence à vouloir vivre et après à profiter du moment présent. En fait, un incident familial a fait que j'ai croisé la route de la maladie et de la mort. Et du coup, je suis sortie de. C'est maintenant ou jamais. Voilà. Et en fait, c'est le ici et maintenant, cette urgence à vivre. Et quand cet épisode a été derrière nous, c'était plutôt de dire qu'est-ce que je veux faire que je n'ai pas fait si je mourais demain. Et j'ai dit moi je veux être entrepreneur. Et donc du jour au lendemain, j'ai démissionné, j'avais même pas de chômage, j'ai rendu ma bagnole de fonction, j'avais pas de clients, j'avais pas de business plan, je savais même pas ce que c'était un extrait Cabis, comment on ouvrait un compte en banque pour les pros. Puis je l'ai fait en 2008, j'ai créé Elan et du coup voilà, ça a été cette énergie et cette urgence à vivre mon rêve. Et alors, comment ça se passe les premières années, comme tu disais, c'est un peu. C'est un rêve. Non, c'est pas trop difficile. Même pas, parce qu'en fait. T'apprends en avançant, en réalité. Ouais, d'une naïveté incroyable sur le rapport au risque, la trésor, il faut déménager, il faut trouver des locaux. Le fonds de trésorerie. Ouais, tous les trucs. On dit, bon, c'est comme ça, entrepreneur. Mais j'ai eu de la chance parce que le business a tout de suite bien marché. Donc, en fait, je ne me suis posé aucune question, j'ai eu aucun doute. Et donc, sur ta capacité à aller jusqu'au bout de cette aventure, en tout cas. J'avais pas le mode d'emploi d'entrepreneur, mais je l'ai appris sur le tas. Et c'est ça aussi le message, c'est que se dire, en fait, même quand on n'a pas le mode d'emploi, en fait, il s'apprend. Alors, il y a un truc qui est pas fait pour tout le monde, c'est le risque. Oui. Moi, par exemple, c'est quelque chose qui m'angoisse trop. Et ça, si vous n'aimez pas le risque, faut pas le faire, parce qu'il faut accepter de pas avoir de visibilité, parfois sur l'argent ou autre. Mais et surtout quand on est une femme et qu'on se bat pour son indépendance financière, c'est vrai que le risque, il est on le prend moins facilement. Oui, c'est vrai que les femmes, j'ai beaucoup travaillé sur l'entrepreneuriat féminin et les femmes ont un rapport au risque qui est un peu complexe parce qu'en fait, on a envie de faire la maison, le cocon de la famille. Et du coup, le risque, c'est plutôt masculin. Mais ce qui est intéressant dans les femmes entrepreneurs quand elles prennent les risques, c'est qu'elles ont la prudence également, parce qu'elles gardent la tête sur les épaules. Donc c'est plutôt positif. Ouais, exactement. Donc le succès arrive rapidement avec un positionnement visionnaire, notamment grâce aux prémices des réseaux sociaux. Comment t'as su justement identifier cette opportunité un peu avant tout le monde? En fait, c'était assez marrant. Il y a eu une campagne présidentielle. Donc moi, je crée en 2008. Donc c'est la campagne de 2007, si ma mémoire est bonne. Oui. Et en fait, la campagne de 2007, elle a vu l'émergence des premiers blogueurs politiques. C'est vrai, tout à fait. Donc blogueurs politiques. 2007, c'est l'arrivée du premier iPhone, donc le premier smartphone avec accès à Internet, alors qu'avant, on avait des Nokia pourris. Et en fait, je me suis dit, tiens, ce qu'on voit en politique, c'est possible que ça arrive dans le business. Et donc, on a été la première agence à recruter un blogueur à l'époque politique qui nous a rejoints. Et de fil en aiguille, on a commencé à rentrer dans cette ère des réseaux sociaux, qu'on n'appelait pas comme ça. Mais comme le premier iPhone était arrivé, l'émergence des réseaux sociaux est arrivée. Et donc, Elan a été la première agence à intégrer, on va dire, du digital dans sa stratégie, et dans sa technique métier, alors qu'avant notre métier c'était le métier d'attaché de presse qui ne travaillait que la presse. Et donc on a été très visionnaire là-dessus, très nouveau, très pionnier et ça a fondé le cabinet.
Alors avec le recul, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment dans cette première aventure entrepreneuriale ou pas du tout, hein? Te sens perplexe. Non, c'est une bonne, je dirais de mieux m'entourer. Ouais, ça c'est important. À certains niveaux, ouais. de faire les bons choix, à qui tu fais vraiment confiance ou ouais. pas. Parce que quand t'as une personnalité un peu de moteur, les gens se greffent à toi, à ton énergie. Tu donnes beaucoup, mais tu reçois pas toujours. C'est vrai. Or, l'entrepreneuriat, il faut beaucoup d'énergie, il faut se ressourcer et il faut recevoir. Et en fait, moi, j'ai tiré beaucoup et donné beaucoup à tout le monde, et je pense que j'aurais pu faire un peu mieux m'entourer. Alors, ça marche très très bien, c'est une belle réussite, mais il y a la crise du Covid et là d'un coup, tu décides de repartir à zéro. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête en fait? Parce que ça marche très bien. Je crois que vous êtes une 60aine de collaborateurs, 14 millions de chiffre d'affaires. Pourquoi j'ai envie de dire. Donc, pourquoi encore une prise de risque. Ouais, surtout que je crée Elan en 2008 en pleine crise financière et Arcane naît en 2021 entre deux confinements. C'est vrai. Donc moi j'ai un peu une spécialité de créer des business pendant les crises. Mais les Chinois disent que dans toute crise, il y a des opportunités. Tout à fait. Donc ça, c'est un peu mon mantra. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que au bout de 8 ans, j'ai vendu Elan au groupe Edelman, donc un groupe américain, parce que j'avais envie de un peu plus apprendre mon métier à l'international. Donc j'y ai passé 8 très belles années. Mais quand le Covid est arrivé, j'ai eu un truc de... En fait, on parlait tous du monde de demain. Je sais pas si tu te souviens, mais il y avait des tribunes, il y avait des articles sur à quoi il ressemblera le monde de demain. On était en plein Covid. Et moi, j'ai beaucoup réfléchi à c'est quoi mon monde de demain et qu'est-ce que je veux faire. Et c'est là où l'envie de réentreprendre est née en me disant, là, j'avais une boîte avec 150 personnes, mais j'avais plus l'impression de faire mon métier de consultante. Je faisais beaucoup de gestion, beaucoup de RH. Et là, mon monde de demain à moi, c'était de dire... je redémarre à zéro parce que je veux redevenir une consultante. Je veux être dans le bureau de mes clients, je veux les conseiller et je veux une entreprise à taille humaine. Donc en fait, Elan est né, Arcane est né de cette envie de récidiver, de retrouver une liberté aussi, de me réaligner. Et Arcane, c'est vraiment la boîte de mon alignement personnel et professionnel. Alors justement, tu parles d'un leadership, tu parles beaucoup d'un leadership humain et authentique. Concrètement, ça se traduit comment au sein d'Arcane? Ah, ça c'est une bonne question parce qu'on a un modèle managérial et assez assez particulier que j'ai beaucoup de mal à décrire parce que je n'ai pas connu autre chose. Donc voilà, mais c'est un management qui est assez pop pour reprendre l'expression de mon bouquin puisqu'il est très horizontal. En fait, bien sûr, il y a des grades et des statuts, mais c'est assez plat, c'est une structure assez plate, assez horizontale où moi en fait mon kiff c'est de travailler avec les plus jeunes, de les former, de les voir grandir, d'apprendre d'eux aussi parce que ils ont des réseaux que je n'ai pas, des réflexes que je n'ai pas, donc une façon de voir le monde aussi qui est différente. Donc voilà, donc c'est un management horizontal, c'est un vrai esprit entrepreneurial avec cette idée que même si t'es pas entrepreneur parce que t'es salarié d'Arcane, mais t'as un esprit entrepreneurial, t'as une niaque. C'est aussi des gens que je recrute parce qu'ils ont une personnalité. Alors, une sorte de singularité. Ils ont tous une singularité parce que ça, c'est ce que je porte. J'ai plein de gens qui sont atypiques, qui peut-être eux aussi n'ont pas envie d'être dans des cases. Et ils font de cette singularité une force. Ils viennent pas tous d'un milieu parisien. Ils ont pas tous fait les écoles parfaites. Mais ils ont un tel tempérament que tout est possible. Et moi, je suis hyper fière d'eux. Je les vois grandir au rythme d'Arcane et ça, je trouve que c'est incroyable. Bah, ça doit être un sacré melting pot au service de tes clients et de vos clients. Ouais, et les clients dans le conseil, et c'est exactement le modèle que vous avez chez OnePoint. C'est vraiment ça. C'est, je pense qu'il y a beaucoup de similitudes entre nos deux entreprises. C'est pas par hasard que voilà, exactement. qu'on échange aujourd'hui. Et donc voilà. Et donc les clients, de toute façon, c'est ce qu'ils achètent. La marque Arcane, finalement, ils s'en fichent. Ils achètent Victor, Manon, Camille. C'est comme ça que ça se passe. Alors, pour
pour toi aujourd'hui c'est important que les entreprises elles intègrent justement les priorités sociétales. Comment ça se vit dans le cabinet, comment ça se transpose au quotidien pour toi? J'imagine que les sujets doivent être bien différents d'un autre cabinet de conseil. Oui, alors nous on a vraiment une conviction, c'est que les entreprises doivent faire société. Oui. Ce qu'on a vu, c'est vraiment un phénomène de sociétalisation des entreprises où finalement les entreprises elles reçoivent plein d'interpellations de la société. Un jour c'est l'avortement aux États-Unis, le droit des femmes en Iran, la guerre en Ukraine, le conflit au Proche-Orient. Et en fait les dirigeants avant ils avaient pas toutes ces interpellations et ils reçoivent tout ça et ils disent mais moi je comprends pas, je suis là pour faire du business, je suis là pour développer ma part de marché. Pourquoi il faudrait que je réponde à un activiste du climat ou à un wokiste? Sauf que c'est comme ça, c'est le sens de l'histoire. L'entreprise, elle est pas imperméable à tous ces sujets, bien sûr. Et pourquoi? Parce qu'en fait, comme l'éducation, l'État, tous les tiers, en fait, on leur fait moins confiance. En fait, on porte désormais une énorme confiance dans les entreprises. Et donc, comme on leur porte confiance, elle leur fait confiance, elles doivent aussi répondre à des obligations de réponse sociétale. Donc c'est pas facile et donc nous on prend un peu nos clients par la main pour leur dire ça fait pas mal. Si on le fait pas, ça peut occasionner des crises parce que c'est pas parce qu'on est interpellé par un activiste du climat un peu enragé qu'il faut pas répondre. On peut dialoguer, on peut être dans l'ouverture et on a le droit d'ailleurs d'être d'accord sur nos désaccords. Mais s'il y a dialogue, et ben c'est déjà un bout du chemin qui est fait. Tu parles, alors je vais revenir plutôt sur ce qui t'anime chez toi, si tu me permets. Tu parles, voilà, le doute chez toi, il est constant dans ton parcours, mais tu en as fait un moteur. Comment justement tu gères cette incertitude et cette anxiété dans la prise de décision à des moments où il y a des grosses crises et des grosses tensions? Qu'est-ce qui fait sens chez toi et qu'est-ce qui te permet de te réaligner? Parce que le doute, on l'a tous, mais comment on arrive à aller au-delà de ce doute? Et ça, c'est une vraie force chez toi. Oui, en fait, je sais pas si c'est une force, mais c'est très intéressant parce qu'effectivement, je me suis souvent demandé pourquoi tu doutes. C'est bon, t'as fait 2-3 trucs sympas dans ta carrière. À quoi ça sert de douter? Il y a un fond de pas tellement de confiance en moi, donc voilà, même si avec l'âge, la bonne nouvelle, c'est qu'on s'améliore. Il y a aussi une espèce de complexe de l'imposteur. D'ailleurs, je tiens à le dire parce qu'il y a un chef d'entreprise que j'admire beaucoup qui il y a quelques semaines me dit mais pourquoi vous voulez? Je lui disais moi j'aimerais bien corriger mon complexe de l'imposteur et il me dit mais surtout pas, il faut pas le corriger parce qu'en fait c'est votre moteur et ça vous fait avancer. D'accord, c'est en intéressant. fait, l'imposteur, quand on a ce sentiment, bah peut-être qu'on travaille plus, peut-être qu'on est plus à l'écoute. C'est vrai. Et donc en fait, ça peut être un levier de performance. Donc je le dis pour ceux qui nous écoutent parce qu'en fait c'est quand même un gros sujet. Merci. Donc voilà. Et donc le doute, en fait, je pense qu'il est lié à ça, il fait avancer. Mais à un moment donné, ce qui me rattrape, c'est l'instinct, c'est-à-dire l'instinct, l'intuition. Je suis très intuitive et le goût du risque. Oui. Donc, on a bien compris. Voilà. Et donc, mais bon, j'ai fait des erreurs. Hein. Parfois, on se plante. Parfois, mon instinct me plante. Mais voilà. Est-ce que c'est grave? Non, j'apprends. Toutes les erreurs que j'ai faites. J'apprends, je les travaille, je les regarde en face. C'est difficile parfois, mais c'est pas grave, il faut avancer. Alors, t'es dans un univers de business qui reste encore très masculin. Est-ce que t'as rencontré des barrières en tant que femme et surtout en tant que femme entrepreneuse, chef d'entreprise? Est-ce que le genre a été une difficulté dans un milieu qui est encore très très masculin? Oui, alors c'est un milieu masculin et avec la caricature de l'attaché de presse, très sympa, mais alors voilà, avec quelques neurones et je sais pas dire un peu niaise, mais fait un peu plante verte. Donc en fait, je me suis battue contre ces stéréotypes qui m'énervent parce que une attachée de presse, une consultante en communication, elle a aussi du fond, bien sûr. Elle a de la méthode et tout ça. Sûr. Mais ça, je me suis battue. Donc en fait, c'est les préjugés de mon métier, bien sûr. alors que les hommes ne sont pas taxés de cela dans ce métier. Et puis peut-être ce qui m'a blessée, mais maintenant c'est derrière moi, c'est que comme Elan a très bien marché, puis Elan Edelman et maintenant Arcane, c'est que
ma réussite ne pouvait être que grâce à une potentielle séduction de mes clients. C'est horrible. Ouais. Et ça, genre, ça peut pas être lié à mon travail ou à une forme de talent, à tes compétences. Ouais. Et ça, c'est difficile d'avoir d'entendre en fait, d'avoir les oreilles qui sifflent. Voilà. Donc ça, je pense que c'est ça. Et en fait, tu crois que ce type de commentaire, on l'entend encore aujourd'hui sur la capacité, voilà, sur le fait que en fait, si t'en es là, c'est parce que t'as séduit. Je sais pas, j'en sais rien. Ça s'est calmé parce que forcément, bon voilà, t'es une patronne, voilà, j'ai un peu plus fait mes preuves. Il faudrait que je demande à des plus jeunes. Ouais, c'est intéressant. Je pense que on a quand même basculé dans une autre époque. Bien sûr, heureusement. Aujourd'hui, à travers tes interventions, tes écrits, tu partages beaucoup ton expérience. Est-ce qu'il y a un message qui serait quel est pour toi le message le plus important que tu souhaiterais transmettre à ces futures entrepreneuses? Est-ce qu'il y a quelque chose, un message qui pourrait peut-être faire sens? Ouais, c'est un peu alors c'est un message pour les entrepreneurs et entrepreneuses, mais c'est aussi un message pour tous les leaders, qu'ils soient jeunes ou un peu plus vieux. Moi, j'ai beaucoup réfléchi à la notion de leadership. J'en ai fait un bouquin qui s'appelle Le temps des leaders pop. Donc j'ai modélisé tout un concept sur le pop leadership. Et en fait, ma thèse, c'est de dire qu'on ne peut pas changer le monde, on ne pourra pas changer le monde si on change pas les leaders, si on change pas le modèle de leadership. Bon, forcément, je milite pour un modèle plus pop, plus transversal et tout ça, très connecté à la société. Mais ce que j'explique dans ce bouquin, et c'est notamment dans l'intro, qui est une intro assez personnelle sur mes erreurs et mes propres errements de leader, c'est que en fait, on ne peut pas être un leader performant si on n'est pas aligné. Oui. C'est-à-dire que, et je reviens au début de notre conversation, où la conformité sociale, en fait, fait que tu t'oublies un peu, tu oublies ta singularité, et du coup, peu à peu, tu te désalignes. Et j'ai constaté, parce que j'ai la chance de travailler avec plein de dirigeants et d'être moi-même, d'en avoir fait l'expérience, c'est que quand on est trop désaligné, qu'on se perd de vue et qu'on perd de vue le vrai moi, eh bien en fait on est un peu moins performant. Bien sûr. Et donc mon message, c'est de ne jamais perdre de vue sa singularité, même si vous avez le sentiment que vous êtes à côté de la plaque parce que la norme sociale n'est pas comme ça, mais jamais perdre de vue cette singularité, parce qu'en fait ça fait votre force, et même quand vous vous sentez différent, ça fait la force et c'est un moteur incroyable pour avancer. Pour finir, regardons un peu l'avenir, si ça te va. Comment tu vois justement l'évolution de Yarkane dans les prochaines années à venir? Est-ce que il y a des choses auxquelles tu penses, sur lesquelles tu aurais envie d'apporter ta singularité et ton accompagnement? Moi, j'ai envie de faire grandir Arkane, parce que je suis une entrepreneur qui avance. Ce qui est normal. Donc, voilà, en 3 ans, on a déjà fait tellement de choses avec cette équipe incroyable qui accepte de me suivre jusqu'au bout du monde, qui m'a suivi dans mon délire de rejoindre une start-up entre 2 confinements. Et voilà. Et donc moi, mon plaisir, c'est de transmettre la passion de mon métier. Et de donner le goût de l'entrepreneuriat. Alors ça peut être de l'intrapreneuriat, mais c'est vraiment de faire grandir mes équipes sur cette envie d'entreprendre, cette énergie d'entreprendre. Et donc voilà, pour moi, Arkane, j'aimerais que ça soit une petite bande d'entrepreneurs qui ont la passion de l'influence chevillée au corps et qui développent Arkane. Et Arkane, c'est pas que moi, c'est une équipe hyper forte que le marché reconnaît. Et enfin, est-ce qu'il y a encore un dernier rêve que tu souhaiterais accomplir? T'as déjà eu 2 beaux bébés avec 2 belles entreprises. J'ai 2 super enfants, de belles créations d'entreprises. Non, mon envie, ça sera à un moment donné peut-être de changer de vie. Moi, je suis très attirée par l'Inde. J'ai fait beaucoup de passages, et donc peut-être qu'à un moment donné, ma vie sera ailleurs. Pas dans la communication, pas à Paris, mais peut-être de prendre le temps peut-être pour toi de te réaligner, de donner aux autres, de m'occuper des autres.
dans un environnement un peu spirituel, sur les bords du Gange. Voilà, donc ça c'est un peu on s'y voit avec toi. Mais bon, et donc de ralentir, mais quand même d'être super active, même ailleurs. Oui, je pense que de toute façon ça va être juste. Non, je te vois pas à la retraite. En tout cas, merci pour ce moment très inspirant. Merci pour ton accueil. Et puis belle continuation. Merci beaucoup. Parce qu'on juge une femme sur sa cuisine, c'est ça? Vous mériteriez vraiment d'être blanc. J'ai jamais pu saquer les Gwyn. Je suis bien d'accord avec la grosse. Viens là, Tarlouse. Pas de bras, pas de chocolat. Moi là-bas, je suis pas quelqu'un de foncièrement raciste. Ok, bon boulin.